Donc, comme il est de coutume de faire une petite présentation de notre invité. Donc, nous remercions à l'occasion Si Kamel Ben Kiran, qui a bien voulu partager avec nous dans ce débat son expérience d'écrivain, de poète, d'un Marocain vivant au Canada. Et je pense que nos concitoyens, un peu partout dans le monde, font de la diplomatie parallèle par la culture et font honneur au pays par leur plume. Merci encore, Si Kamel, d'avoir accepté sans hésitation notre invitation. Donc, une petite biographie de Si Ben Kiran. Si Kamel Ben Kiran est natif de Casablanca et auteur, poète et essayiste résident au Québec, et lauréat de plusieurs prix de poésie en France, dont le prix Verlaine. Après ses études au Maroc, il a fait ses valises destination Canada pour avoir une maîtrise en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Il est membre de l'UNEC et directeur de l'association culturelle Passerelle, récipiendaire du prix CMQ 2017. C'est un fervent promoteur de l'interculturalité et notamment celle des auteurs francophones au sein de la francophonie québécoise et canadienne. Il est consultant dans la pratique artistique, culturelle et littéraire au Québec au sein du Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que le Conseil des arts et des lettres de Montréal. Il est aussi animateur de l'émission littéraire Arts et lettres sur ICI Télévision Canada depuis quasiment 5 années. À son actif, plusieurs œuvres et publications, dont le recueil de poésie Les Ormes diaphanes, paru en 2005, Feuillet de l'aube en 2009, Dans la chair du cri en 2010, Culture de la masculinité et décrochage scolaire des garçons au Québec en 2011, J'ai tué l'hiver en 2016, sélectionné au prix africain méditerranéen en 2016, Les souliers mauves, recueil de nouvelles, et autres nouvelles recueil de nouvelles publié en 2018. En 2019, un groupe d'universitaires marocains ont publié un livre collectif dirigé par Najib Erdouane et Yvette Schmidt, publié chez l'Harmattan sur les travaux de Kamel Ben Kiran, intitulé Kamel Ben Kiran, voix marocaine au Canada. Alors, sans trop tarder, je lui cède la parole pour nous parler de l'écrivain, poète et journaliste qu'il est et d'échanger avec nos amis fidèles à ce débat qui sont aussi des écrivains, des experts, des artistes et des amateurs du verbe. C'est Kamel, nous sommes 12. En général, on commence à 20, mais bon, là, on va faire une petite entorse pour ne pas vous faire attendre trop longtemps. Donc, à vous la parole. Merci, c'est Abdelrazak pour cette aimable invitation qui me permet de parler aux compatriotes du Maroc, mes compatriotes marocains. Alors, nous, normalement et naturellement, au mois de mai et juin, on peut respirer au Québec et à Montréal parce qu'on a de très belles percées de soleil. Et puis, donc, après ça, c'est toujours un climat très imprévisible et puis c'est toujours une alternance entre la neige, la pluie et le soleil, mais surtout de magnifiques percées de soleil entre décembre et mars. Et donc, on a l'été indien au Québec et à Montréal. Et je me suis tellement habitué à ça que des fois, je me dis que vraiment, est-ce qu'un jour, je vais réussir à m'en passer du froid hivernal parce que c'est souvent ce froid aussi qui fait partie de notre identité, en quelque sorte. À force de le supporter, de sortir à minuit, de subir des moins 30, des moins 35, c'est toujours agréable. Nous qui sommes aussi de la Méditerranée, nous sommes donc habitués à un climat méditerranéen toujours variable entre 20 et 25. Alors, la première chose à dire, c'est que moi, j'ai écrit pratiquement la plupart de mes livres au Québec.
Donc, la plupart de mes livres, je les ai écrits en français. Je commençais par écrire en arabe, mais ça peut-être bien que ça ne va pas trop réussir parce que j'aime beaucoup la langue arabe, mais une fois que j'ai rencontré, à travers mes lectures, Dostoïevski, Baudelaire, Mallarmé, euh, la plupart aussi des auteurs français francophones contemporains. Donc, je suis mis à écrire, je ne vais pas dire à imiter, mais peut-être à pouvoir choisir mon propre style. Alors, j'ai commencé par la poésie et je pense que la plupart des écrivains commencent par la poésie. C'est une question peut-être existentielle. Moi, il m'arrive souvent de poser cette question aux invités que j'invite dans mon émission. Vous avez commencé par la poésie, puis après, vous êtes parti vers autre chose, vers un autre genre littéraire. Donc, peut-être bien parce que la poésie, c'est la somme des émotions qu'on met et des expériences qu'on met dans un premier recueil. Et après ça, ça engendre évidemment, naturellement, donc une tendance vers les autres genres littéraires comme le roman ou la nouvelle. Et c'est sûr que dans le roman ou la nouvelle, on trouve la poésie. Non seulement parce qu'on a commencé par le poème et le texte poétique, mais parce que justement le roman, il y en a qui le romancent, il y en a qui le poétisent et il y en a qui le proétisent. Donc, ce sont trois nuances justement à examiner, à observer de près. Donc, mon premier, c'était Les Ormes diaphanes. C'est la somme de textes en poésie classique, parce que j'avais commencé par la poésie classique. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit qu'il faut aussi libérer un petit peu la parole. J'ai versé vers la poésie libérée dans la chair du cri. Et puis, je me suis dit qu'il faut, à un moment donné, élargir et essayer, parce que dans le fond, au niveau de la littérature, il faut nous risquer dans l'écrit, c'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est-à-dire cibler ou mettre le doigt sur nos émotions d'une autre façon, par d'autres plateformes. Et donc, j'ai écrit mon roman, J'ai tué l'hiver, qui est une histoire inspirée de faits, je vais dire, assez réels, puisqu'on parle de terrorisme, on parle carrément de la présence des musulmans québécois, canadiens au Canada. Et j'ai essayé de projeter à travers ce livre cette situation de l'islamophobie. Là, je mets ce terme entre guillemets parce que justement, ce terme, il est encore en débat, il est toujours contesté. Mais moi, je résumerais, je dirais que islamophobe, c'est la haine du musulman. Alors, je me suis penché sur plusieurs points à travers l'immigration d'une famille marocaine et comment elle s'est intégrée, et comment elle a eu des obstacles, comment elle a pu contrer ces obstacles. Et donc, voilà. Donc, et en parallèle, comme vous l'avez mentionné, Serdar, il y avait eu mon engagement au niveau d'une association culturelle littéraire depuis 2007, qui a duré maintenant 13 années, donc, avec un engagement où j'ai rencontré tellement d'auteurs ici au Canada, parce que au Canada, c'est carrément les 5 continents là. Vraiment, non seulement on les rencontre dans un métro, mais on les rencontre dans tous les centres culturels. Il m'est arrivé d'être dans un centre culturel afghan, il m'est arrivé d'être dans un centre culturel malgache, indien, chez les latinos, chez les Africains. Et puis, ceci à travers un projet qu'on avait mandaté au niveau de l'association culturelle Passerelle, les 1001 soirées littéraires. On avait presque accueilli quasiment 100 auteurs, compris des Coréens, des Japonais, des Asiatiques. Et c'était un grand projet qui a eu un prix, une nomination justement au niveau des projets culturels. Et puis ça continue donc comme ça avec une émission, etc. etc. Voilà. Je vous entends pas, Serloza. Très bien. Merci, c'est Kamel pour la générosité. Donc, vous avez un tout petit peu parlé du côté écriture. Abbas, si vous pouvez nous faire voyager dans l'audiovisuel aussi, puisque vous êtes quelqu'un qui... Oui, avec plaisir. Audiovisuel, pour connaître Kamel Ben Kiran, le journaliste. D'accord. Alors, bon, au début, j'ai commencé par la radio, j'ai chroniqué avec des amis. Donc, j'ai fait de la chronique au niveau de Radio Centre-Ville, Montréal, une très belle expérience. Je ne vais pas trop médiatiser au niveau des médias sociaux de Facebook, mais on écrivait des textes, on venait les présenter.
et dans une émission qui passait chaque soir, 11 heures du soir. Donc, on était quelques amis, collègues, des poètes et des auteurs de 4 ou 5 nationalités. On présentait ces textes. Et ça me rappelle cette émission. Il y avait une émission à RTM, chaîne Inter, animée par Hassan Ali. Je ne me rappelle pas de son... Ali Hassan, par Ali Oui, Hassan. par Ali Hassan, et il recevait des appels. Nous aussi, on recevait des Oui, appels. oui, oui. Je ne me rappelle pas du nom de cette émission. كاين سمير الليل لا سي با Là, ça. Ali Hassan, c'était le titre spécial. C'était dans les fins des années 90, Ouais, ouais. 94, 95. Alors, c'était la radio, donc au niveau de Centre de Montréal, jusqu'à ce que j'ai reçu la proposition. Lorsque, au niveau de Passerelle, on a eu le prix, alors on m'a contacté à ICI Télévision, qui est une chaîne de télévision les plus multiculturelles de tout le Canada, pas juste le Québec, mais tout le Canada, parce qu'elle est classée parmi les 4 premiers, le taux d'écoute, on va dire, pour me demander de transférer cette expérience d'un organisme culturel littéraire vers les médias, vers la télévision. Donc là, on recevait en live, on organisait des débats, et là, pourquoi ne pas le faire à travers le format d'une émission qui serait culturelle, littéraire, mais qui va s'adresser non seulement à des auteurs québécois, canadiens, mais des auteurs issus des communautés. Parce que des émissions à ce niveau, ils sont là, mais on ne veut pas dire, on veut pas, on essaie quand même de dire que bon, ils sont pour tous les Québécois. Mais là, les gens qui sont issus des communautés, il n'y a pas d'émission spécifiquement faite pour les gens issus des communautés culturelles, les néo-québécois, comme on les appelle ici. On m'a fait la proposition, je l'ai développée de cette façon au niveau de la télévision. On s'est dit que bon, un bon 23 minutes où il va s'agir justement d'accueillir la personne, de valoriser son œuvre, de parler de son œuvre, de parler de son dernier livre, de parler de son écrit, de ce qu'il est, ce qu'il a été avant, c'est quoi sa vision. Donc, on s'est mis d'accord sur tout ça, on a convergé vers ça, vers la possibilité justement de présenter des auteurs qui sont invisibilisés. Parce que c'est ça le terme qu'on utilise beaucoup au Québec, qui sont invisibilisés, et s'ils passent dans une émission ou une autre qui sont pour une majorité à taux d'écoute québécois, je veux dire, s'ils passent, c'est un miracle. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais ce genre d'émission, on en manquait. On en manquait beaucoup. Et puis, je me suis dit que bon, on va commencer par ça. Et on recevait donc des gens. Et puis, la première année, il y a eu une explosion. Ça a explosé, vraiment, vraiment, vraiment. On recevait tellement, tellement de demandes de gens qui venaient dire c'est une émission qu'on attendait depuis des années. Alors qu'il y a une émission à Québec, mais c'est pas, on te donne 5 minutes sur les ondes. Mais 23 minutes, ça en valait la peine. Et jusqu'à date, c'est organique. Je me suis refusé moi-même d'aller taper sur les portes des librairies pour leur dire venez mettre de l'argent. C'est carrément organique jusqu'à date. Et puis, ils ont dit comment on peut fournir l'effort. Et moi, je recule toujours. Je dis que ça vaut la peine que la culture reste pour la culture. Là. S'il y a des gens qui veulent venir, ben, qu'ils viennent spontanément. Mais nous, notre but d'abord, ça serait de pouvoir accueillir ces gens, pouvoir leur donner la parole et pouvoir donc parler de diversité culturelle et littéraire au Québec. Parce que là, je dis bien au Québec, pas au Canada, parce que le Québec francophone, c'est 7 millions, 8 millions. Là. 8 millions et demi de francophones, les récents statistiques. Donc, c'est un petit marché. C'est un petit marché. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de protectionnisme. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, qu'il y a beaucoup d'auteurs et de poètes, de gens de lettres, des mêmes noms qui reviennent. Alors, on a peur de sortir, d'aller appeler un tel ou un tel des noms exotiques, comme ils le disent eux-mêmes, pour ne pas déplaire à certaines personnes. Donc là, le débat présentement, c'est pour une décolonisation des imaginaires, des maisons d'édition et des émissions pour pouvoir converger vers justement la diversité culturelle. Et c'est ça le mandat sur lequel je travaille aussi au niveau du Conseil des arts et des lettres du Québec, c'est la pratique artistique et comment inclure cette diversité à travers des programmes qu'on travaille à longueur d'année pour pouvoir les présenter pour les demandeurs de subventions des auteurs issus des communautés. Donc, au niveau d'expérience de télévision, c'est 5 années merveilleuses qui commencent avec beaucoup, beaucoup d'encouragement
et beaucoup Maintenant, c'est des pointures que je reçois. Ce n'était pas évident au début. Mais maintenant, c'est des gens, c'est des agences qui communiquent avec nous, qui nous disent, écoute, soit tel chef du parti, un tel ou chef du... Et puis, ils viennent et puis, non, c'est devenu très fluide. Alors, au début, c'était pas évident, mais on a réussi à avoir une voix au fur et à mesure avec les années. Etc. Et qu'il a été la quote-part de l'écrivain maghrébin dans cette émission. Wesh, est-ce qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, j'apprends que Mokhtar oui, oui, je ne sais pas si je devais le dire ou pas, parce que ça, c'était très agréable, mais je ne sais pas si... Je me demande si je devais le dire ou pas. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est ça. Ouais. Et je vous remercie pour cette question. C'est-à-dire que pour moi, je me considère, je le disais à tout le staff là, de l'émission, que pour le moment, je me considère comme peut-être plus écrivain-journaliste que journaliste-écrivain, parce que là, on est dans deux choses différentes. Et quand on est plus écrivain-journaliste, on est dans la même sensibilité, c'est-à-dire que quand vous recevez un écrivain, vous savez ce qu'il veut dire, vous projetez, c'est-à-dire son texte poétique, vous avez peut-être la même vision, vous êtes dans la même perspective de l'écrit. Et puis, c'est une sensibilité aussi que d'être dans l'écriture. Alors, j'ai invité presque une diaspora, par exemple, j'ai invité une diaspora algérienne omniprésente à Montréal. Il y a beaucoup d'écrivains algériens francophones qui sont présents à Montréal, que j'avais invité vraiment, on peut parler de 25 à peu près, de 22 à 25 à peu près, qui sont venus la décennie noire. Donc la plupart, ils se sont exilés entre Paris et Montréal dans les années 90. Il y a des noms, il y a de grands noms, Aziz Fares, Nasser Abdeloula, etc., etc. Alors, peut-être, moi, j'ai mis un peu de ce profil d'écrivain en justement interpellant la plupart des auteurs sur des questions qui sont d'actualité, des questions d'identité, des questions de vérité, justement, et des questions qui sont relatives justement à la migrance, à l'enracinement ou à l'enracinérance, comme l'appelle ce néologisme, comme l'appellent certains chercheurs, comme le disent certains chercheurs. Et puis, c'est des débats qui sont toujours très, très passionnés, très passionnants. Et des façons aussi de faire. Et puis, c'est des tuyaux. On communique tout le temps. C'est des possibilités de communiquer aussi, des issues, comment percer comment par exemple, atteindre un public, quelle maison d'édition il faut contacter. Il y a toujours des fenêtres qu'on essaie aussi d'ouvrir à travers ça. Mais c'est un profil que j'essaie de projeter en focusant aussi sur les originaires du Maroc. Malheureusement, ils sont pas, on n'en a pas beaucoup d'écrivains marocains des Canada au Maroc. On n'en a pas beaucoup, ils sont comptés là. Mais il y a une priorité aux gens qui travaillent dans la culture aussi, comme l'animateur est originaire du Maroc, donc je me suis dit qu'il faudrait aussi qu'il puisse s'exprimer. Peut-être bien parce que 23 minutes, la plupart ne l'ont jamais eu comme il faut. Qu'il s'assoit et qu'il s'adresse à un public que les communautés culturelles du Québec et du Canada puissent le regarder et qu'ils puissent aussi donc présenter leur écrit et leur œuvre. Et donc, c'est ça la finalité, justement. Très bien, merci. Donc, Ikhwan, le débat est ouvert. Si vous avez des questions à poser à ces Kamel, vous débloquez votre micro et c'est à vous la parole. Bien, moi, à ma connaissance, bon, d'après ce que j'ai pu avoir comme information, là j'ai lu 2 livres de Marocains qui existent au Canada. Il y a un qui est directeur d'un journal, Maghreb Canada Express. Ah oui, Abdelrahman Fouladi. Ah oui, je l'avais reçu aussi, oui. Exact, j'ai l'occasion des fois de participer à son journal avec des articles. Oui. Il y a Majid Blal sur Sherbrooke. Oui, alors Majid Blal, c'est le plus ancien de toute la génération. C'est l'un des anciens, exactement. Oui, exactement, depuis les années 80. C'est les 2 Marocains que je connais. Abdelrahman Fouladi, on va l'avoir parmi nous, mais sur une autre thématique, sur un autre registre qui est la climatologie.
Oui, 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 oui. Et c'est sa spécialité. Il est climatologue, donc je vais l'accueillir dans ce sens. Mais sinon, Adouma, les deux que je connais sur le Il territoire y en a par canadien. exemple, كاينه رشيده مفضل, كاين مصطفى بن فارس qui est un essayiste, كاين عندنا واحد السيد مصطفى فهمي. مصطفى فهمي il est vice-recteur de l'université de Chicoutimi. D'accord. Il a écrit le livre سميتو La leçon de Rosalind. Il faut bien lire le livre هذا. Et Mustafa Fehmi, c'est l'un des plus grands spécialistes de Shakespeare dans le monde. Il est de renommée mondiale. Il est de renommée mondiale, السيد هذا Mustafa Fehmi. Et puis, donc, comme je vous dis, il y en a pas beaucoup. C'est vraiment restreint. C'est assez restreint. Très bien. Alors, le livre marocain, est-ce qu'il s'exporte au Canada ou pas? C'est Chaoui. À vous la parole. Micro, c'est Chaoui. Alors, justement, c'est marrant ce que vous dites parce que vous discutez exactement sur la question que je voulais poser à Kamal. C'est au niveau justement des écrivains marocains au Québec, parce que c'est quand même, moi je trouve quand même un peu bizarre qu'il n'y ait pas autant de Marocains que ça. Hein, il y en a véritablement peu. Moi, en tout cas, je connaissais que Mustafa Fahmi parce que j'ai eu l'occasion d'assister à une de ces rencontres ici à Tanger. Et justement, il a présenté son fameux livre qui a eu un prix, je pense. Et c'est un livre très intéressant, comme on vient de dire, vraiment très intéressant. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, surtout au niveau de la littérature anglaise et spécialement de Shakespeare, etc. Mais je me suis toujours posé la question au niveau des écrivains marocains au Québec, est-ce qu'ils souffrent de ce que souffrent les écrivains marocains en France, par exemple? En France. Non, en France, pas au Maroc. Au Maroc, c'est un autre problème. Exactement. Dans les pays qui respectent encore la culture. Ce que je voudrais savoir, est-ce que Kamel, tu as une explication à ce nombre peu élevé des écrivains marocains? Est-ce que, par exemple, ils ont choisi, par exemple, la France au lieu du Canada ou bien la Belgique au lieu du Canada? Ou ce qui m'intéresse de savoir, c'est quelle est la relation des écrivains marocains au Canada avec les éditeurs? Est-ce que, par exemple, ils souffrent de la même chose que chez les éditeurs français, à savoir qu'ils ont des clichés sur le Maroc et sur la littérature marocaine et ils poussent un peu les écrivains à reproduire les mêmes clichés. Est-ce que vous souffrez de la même chose au Canada? Je pense qu'au Canada, l'esprit est complètement différent. Mais le fait qu'il y ait peu d'écrivains me pousse à poser cette question. C'est-à-dire, Oui, est-ce que les étudiants, eux aussi, veulent quelque chose de pittoresque, veulent une idée du Maroc du 19e, ou avec le chameau, avec l'oasis? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 je vois, je vois. Vous savez, Mokhtar, moi, je suis parti justement de ce constat lorsqu'on a créé l'association Passerelle. C'est justement pour donner une voix à ces écrivains qui ne sont pas présents. Pour les écrivains marocains du Québec, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une catégorie qui se dilue. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas paraître dans le communautaire marocain, là, et ils préfèrent rester entre auteurs québécois. Il y en a 2 ou 3 que j'ai connus. Moi, personnellement, lorsque je les ai invités de venir au Centre culturel marocain, ils ont refusé, tout simplement. Ils ont refusé. Oui, ils veulent pas, ils veulent rester. Mais ça, je pense, c'est dépendamment de chacun comment il voit les choses. Mais justement, ça, c'est la première des choses que moi j'ai remarqué. Il y en a qui veulent rester à l'ombre. Comme vous savez, on a un grand journaliste ici, Mki Bretal, qui était à la RTM, chez l'Inter. Je compte le rencontrer, mais parfois, je sens qu'il y a toujours une réticence de venir. Peut-être bien parce que avec le préjugé, je suis là, donc je suis supposé être avec les Québécois plutôt qu'avec les Marocains. On a de l'idée est présente. Mais par rapport c'est pour ça qu'il fallait des structures pour pouvoir regrouper tout le monde. C'est pour ça qu'on avait pensé avec Majid Bled à créer une structure qu'on avait nommée à l'époque Regroupement des auteurs canado-marocains.
Et on a pu quand même regrouper au moins une dizaine d'auteurs. Et on a fait un hommage à Idriss Chaibi à l'époque et participé au Festival du Monde arabe. Ce qui se passe, c'est qu'après, ces auteurs ne restent pas au Québec ou bien ils voyagent aux États-Unis où sont mobiles. Donc, à part ceux qui se disent que bon, il faut peut-être remettre des passerelles et essayer de comprendre ce qui ne va pas et puis essayer aussi de créer des événements ou de comprendre. Donc, et puis aussi, il ne faut pas oublier le fait que quand on vient ici, c'est un pays capitaliste, c'est la course contre la montre, les gens n'ont pas le temps d'écrire. La plupart du temps, il te dit, tu rencontres des écrivains, il te dit, tu sais, je n'ai pas fini mon roman depuis 4 années à cause du temps. Ce sont des choses qui sont, ce sont des petits détails comme ça. Les gens préfèrent plus courir pour travailler, manger que se consacrer carrément à ça. Donc, il y a cette mentalité. Moi, elle m'intrigue, cette mentalité. Je me dis que bon, mais vous êtes porte-parole d'une autre identité, là. Vous êtes porte-parole de votre propre identité. Vous devez quand même participer à cela. Alors, c'est ça ce que je remarque. Donc, la plupart, ou bien ils ne restent pas entre Marocains, peut-être pour des raisons, ou bien ils se diluent, comme je viens de dire. Pour ce qui est des maisons d'édition, ça, c'est une très bonne question. Elle est toujours en cours. C'est une question, elle est toujours posée, parce qu'il y avait un grand chantier, justement, sur l'insertion des auteurs issus des communautés culturelles dans le tissu culturel et littéraire québécois. Il y a eu des constats, ils ont remarqué que les maisons d'édition québécoises sont pour la plupart anciennes et ils ont peur de s'ouvrir à cette diversité culturelle qui est présente au Québec. Ils ont peur de s'ouvrir. Peut-être ceci, il y a des raisons politiques à ça. Il ne faut pas oublier que le Québec, il y a un parti politique qui veut la souveraineté du Québec. Donc, il y a une petite frilosité culturelle et ils ont peur aussi que l'identité québécoise se noie au milieu de toute cette diversité qui est supposée enrichir. Mais il y a une catégorie de personnes qui pensent contrairement à ça, pensent autre chose. Donc, ces maisons d'édition, le problème qui est posé, c'est que la plupart, comme je viens de dire, ne sont pas disposés à peut-être à insérer, à intégrer ces auteurs issus des communautés, comme les auteurs marocains ou autres. Peut-être bien parce que ils se disent que bon, il ne va pas y avoir une réception de ces livres, tout simplement, une bonne réception auprès du public. Il y a aussi des raisons de subvention. Ce sont des subventions qui ne permettent pas d'éditer un nombre, donc c'est toujours un petit nombre restreint de livres. Et puis, il y a aussi un point qui me paraît majeur, c'est la question de la culture d'une littérature de migrants au Québec. Est-ce qu'elle existe ou pas? Est-ce qu'il existe une culture de migrants au Québec comparativement à la France? La France, on peut dire qu'il y a une culture des auteurs de la francophonie. Si on voit par exemple certaines maisons d'édition comme les éditions de l'Aube ou Actes Sud, on sait que c'est une ligne éditoriale qui est adressée à des auteurs francophones. Mais si on n'en a pas, il y a une seule, par exemple, c'est Mémoires d'Encrier. Mémoires d'Encrier, il publie, il le dit clairement et ouvertement, les Antillais, l'africanité et tout ça. Mais ce n'est pas une maison d'édition focusée, ciblée vers la diversité culturelle. Il y avait des maisons d'édition ciblées vers la diversité et non pas duales. Donc, je pense que la question majeure qui est posée, c'est celle de dire est-ce qu'il y a vraiment une littérature de la migrance présente ici, avec des maisons d'édition présentes vouées à la diversité ou non. Et le débat continue. Et puis, c'est très compliqué, justement, parce que le Conseil des arts du Canada, du Québec et de Montréal consacre des efforts intenses pour pouvoir concevoir des programmes, mais c'est des affaires en gestation. Il n'y a pas... Il n'y a rien de nouveau, normalement, qui s'annonce. Moi, j'ai envie de rebondir sur votre dernier exposé pour dire que dans ce cas, un écrivain ne peut pas vivre de ses écrits une fois qu'il est au Canada.
Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que l'écrivain marocain, s'il publie à l'extérieur du Maroc, il est mieux vendu? Bon, c'est une question un tout petit peu mercantiliste, parce qu'on sait que quand on a comme éditeur l'Harmattan ou quelque chose comme ça se vend, c'est vendeur au Maroc, beaucoup plus que les éditeurs de la place. Est-ce que vous avez vécu le problème ou là vous avez eu l'occasion de l'aborder Oui, avec l'un des écrivains? tout à fait, Sir Abdelrazak. Je l'ai vécu personnellement. Après avoir publié au Québec, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il ne faut pas juste rester au Québec parce qu'il faut juste un petit peu étendre son lectorat. Et puis je me suis dit que, parce que là, ça me mène à un autre débat. Nous auteurs marocains du monde, ne sommes-nous pas marocains? Parce que je me suis posé cette question vraiment. Parce que les gens nous prennent, moi je suis au Québec, ils me prennent pour un Canadien. Mais non, je suis fier de mes origines marocaines. Bien sûr. Alors, je suis arrivé à ce questionnement existentiel dans mon cheminement pour me dire à un moment donné que bon, il va falloir que je noue des liens avec des éditeurs marocains et publier là-bas. Et c'est ce que j'ai fait avec mon recueil de nouvelles, Les Souliers Mauves. Les Souliers Mauves et autres nouvelles, c'est un recueil qui parle de l'interculturel, de l'interculturalité, des rencontres entre personnes de différentes communautés. Et donc, je l'ai publié chez Malsam, et ça m'a permis non seulement de m'ouvrir, mais de participer à des recueils des collectifs d'auteurs marocains dont je fais partie. Je fais partie de ce recueil et c'est toujours Malsam qui l'a. Et j'ai initié justement ce débat avec Rachid, qui est donc justement le directeur de cette maison d'édition, pour lui dire que, écoutez, oui, auteur marocain du monde, mais auteur marocain aussi, ça peut aller là. Oui, du monde, on vit ailleurs, mais on porte le Maroc dans notre cœur. Là. Comme en France, il y a la double nationalité, ou comme il l'appelle la binationalité. Ici, on l'appelle aussi la double nationalité, mais ça ne fait pas de nous des étrangers. Alors moi, je suis arrivé justement à ce questionnement parce que les auteurs marocains du monde sont supposés tisser des passerelles avec le pays d'origine. Il y a des efforts admirables au niveau du CCME, Conseil consultatif des Marocains à l'étranger, qui m'a invité à plusieurs reprises pour des débats et des rencontres. J'ai pu rencontrer plusieurs personnes et je pense que son but, c'est justement pour pouvoir parler et initier ces débats sur la langue, sur l'altérité, sur l'hybridité culturelle, sur l'hétérogénéité culturelle, sur les Marocains du monde, comment ils vivent leur... Et je pense que c'est tout de même très enrichissant. Et aussi, j'ai pu le faire en France, parce qu'en France, il y a une belle diaspora marocaine, et j'ai pu aussi là-bas faire un ou deux passages dans une librairie. C'est intéressant. Mais rester figé dans un pays, moi, personnellement, dans le Québec, à chaque fois, quand il y a un livre qui paraît, puis je me restreins au Québec, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. Parce que le but, c'est le partage. Exact. Et le partage et la grâce du partage. La grâce du partage aussi n'a pas de prix. N'a pas de prix, la grâce du partage avec des compatriotes ou avec des gens aussi qui sont dans l'écrit et puis pour échanger nos expériences. Tout à fait. Très bien. Merci. Alors, Sirtush de Ouarzazate. À vous la parole, Sirtush, brièvement afak. Alors, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Alors, donc, un petit peu pour réagir comme toujours autrefois, l'écriture. Alors, vous avez parlé un petit peu sur l'écriture, si vous voulez, un peu de journalisme. Oui, c'est vrai, parfois, ce n'est pas facile. Je me rappelle, j'ai assisté à une fois, il y avait Zakia Daoud, directeur de la Malif, il parlait sur le métier de l'écrivain et, si vous voulez, le journalisme. Il trouvait que le journalisme, c'est plus superficiel par rapport à la fonction, si vous voulez, fondamentale de l'écrivain. C'est son point de vue. On va juste revenir aussi sur les questions un peu sur l'écriture, sur la littérature journalistique. Très bien, quand même, le Maroc a donné, Ahmed Sfreoui, je me rappelle, moi, je l'ai lu, je ne sais pas, plus de 10 fois. Pour moi, ce sont Ahmed Imoul Sferaoun, par exemple, le fils du pauvre. Je l'ai lu plus de 7 fois. Je ne sais pas, c'est la vie, je sens que ce n'est pas de littérature, c'est de la littérature universelle.
Donc, peut-être alors on peut se dire pourquoi, par exemple, le Maroc n'a pas encore produit, enfin, comme ça, ce sont d'autres questions. Alors, moi, je voulais vous poser une question un petit peu sur. Il y a aussi, vous dites, le journalisme avec Hamid Varada, enfin, il y a longtemps, je l'ai rencontré au Salon du Livre, je lui avais proposé pourquoi on ne pose pas aussi des questions à des analphabètes, des femmes, surtout des montagnards, sur le Maroc. C'est vrai, c'est bien les intellectuels, mais le Maroc aussi, ce sont des femmes, des gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas. Ça aussi, c'est le Maroc profond, les paysans. À l'époque, je ne sais pas, il était rapide, mais ça ne l'intéresse pas peut-être, c'est mes questions. Enfin, alors, je voulais vous poser une question aussi. Pourquoi, enfin, c'est une question personnelle, pourquoi on comprend mieux le français du Québec que celui de France? Alors là aussi, pourquoi on... C'est une très, très bonne question. Non, mais vous savez, là aussi, ce n'est pas seulement au Québec. Pourquoi on comprend le français de Suisse, le français du Belge, de la Belgique, et pas le français? Le français du Québec, il m'chleh. Oui, je l'ai posé une fois à quelqu'un, pardon, je l'ai posé la question une fois à quelqu'un qui travaille dans l'ambassade de la Belgique. Il m'a dit peut-être parce qu'on est dans la périphérie, parce que la Belgique, c'est la périphérie, donc nous aussi, la société maghrébine, c'est la Maghrébine, donc on comprend la périphérie, entre la périphérie, on se comprend mieux. Alors, une question aussi qui m'interroge un peu, qu'est-ce qui vous dérange dans ce pays de Québec? Un petit peu intime, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous dérange au quotidien? Eh bien, oui, il y a beaucoup de choses. D'abord, je vais ouvrir une petite parenthèse. Merci, je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire que le français du Québec, ici, on l'appelle le joual. Donc, le joual, c'est lorsqu'on, comme disait Driss Shraibi, c'est parce que lui, il avait enseigné à l'Université de Laval pendant 5 ans, avant de décéder 3 années plus tard. Et puis, il disait que les gens du Québec écrasaient les voyelles et fusilleraient les consonnes. C'était ça son expression. Mais moi, quand je me suis installé ici, c'était pas aussi évident de comprendre ce français. Mais il fallait quand même que je m'adapte et que je fréquente beaucoup de Québécois qui m'expliquaient, parce qu'au début, on vient avec des préjugés, on se dit toujours, bon, chez nous, c'était pas comme ça. Mais donc, au fil du temps, je me suis habitué. Mon épouse, par exemple, ça lui a pris 2 années pour s'habituer au français du Québec, là. Et moi, c'était une souffrance pour moi. Et il fallait à chaque fois que je lui explique, mais c'est vraiment pas évident. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qui me plaît pas dans ce Québec, c'est une question très profonde. Vous savez, le Québec, politiquement parlant, il avait fait beaucoup de promesses d'abord au niveau des communautés culturelles et rien n'est venu. D'abord, moi qui est dans le domaine des arts et des lettres, il y a eu des choses en siégeant dans certains comités, par exemple de consultation sur les pratiques artistiques, je n'ai pas vu jusqu'à date un grand progrès pour l'insertion de ces communautés. Bon, là, on parle de 10 à 15 ans à peu près, ça stagne, c'est la stagnation là. Rien. On a par exemple, je vous donne un exemple, au niveau du Conseil des arts et des lettres du Québec, ils ont conçu juste un seul programme de bourse pour l'écriture, un seul programme. Il s'appelle Vitalité littéraire. Un seul programme qui est destiné à donner une bourse à 2 ou 3 écrivains. Imaginez 2 ou 3 écrivains et on reçoit 200 et 300 demandes. Donc je vous laisse deviner où est-ce qu'il est le problème. Donc le problème, il est au niveau du diffuseur. Le diffuseur, parce que le problème que la plupart des Québécois disent, ils disent, des gens qui vivent à Montréal, ils disent, vous pensez que tout le Québec, c'est juste Montréal, alors qu'il y a les régions. Donc, le diffuseur, il veut que la réception de toute l'œuvre artistique touche aussi les régions, pas juste Montréal. Donc, comme je l'ai dit au début, moi, ce qui me dérange, c'est cette espèce d'esprit protectionniste de la plupart des acteurs culturels, les décideurs, qui ne permettent pas à cette diversité culturelle d'avancer, à beaucoup d'auteurs, par exemple, d'être publiés dans de grandes maisons d'édition, et à certains auteurs de communautés, surtout des Amérindiens, de siéger dans de grandes communautés, dans de grands comités. Cet esprit, ce n'est pas un esprit, je ne parle pas d'un esprit étriqué, mais il y a quelque chose, il faut qu'il y ait une décolonisation, justement, d'un imaginaire qui ne veut pas changer. Donc, quand moi je dis par exemple, la diversité, ça permet de nous enrichir, le Québécois qui est devant moi, il dit non, ça ne permet pas d'enrichir. Ça va diluer mon identité. Et là, je ne généralise pas, là. Il y a certaines personnes. C'est ça qui me dérange. C'est ce débat
où il y a toujours le préjugé envers l'autre, où parfois l'étranger passe pour n'est-ce pas, un objet exotique. Il faut observer à la loupe parfois, un extraterrestre qui vient, donc pas pour enrichir, mais pour dorer le blason de cette arène culturelle qui est le Québec. Mais tout cela, ce n'est pas pour dire que le Québécois n'est pas accueillant, au contraire. Les Québécois sont des gens très gentils. C'est le système, c'est très systémique. Nous sommes ici, il y a beaucoup de corporations qui figent la fluidité et la dynamique artistique et culturelle. Ils les figent, ils ne permettent pas une fluidité. Tout cela peut-être pour des raisons, je dirais, politiques. Ils ont peur. Donc, c'est cette peur-là contre laquelle nous luttons. C'est cette peur des Québécois contre laquelle nous luttons. Et surtout cette islamophobie. Je vais rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est un hasard qu'il n'y a pas moins d'une semaine ou deux, vous savez, en Ontario, il y a un fou qui est venu, Oui, n'est-ce pas, tuer 4 musulmans en Ontario. exact. Cette islamophobie aussi qui me dérange. Oui. Mais savez-vous, c'est pas quelque chose d'évident. En 2017, je pense 2018, la mosquée de la ville de Québec, c'est un fou qui est rentré et a tué tout le monde. Tout Il a tué, enfin, tout le monde, il a tué combien? 13, 15 personnes. exact. Alors, c'est cette peur, elle est toujours présente, mais heureusement qu'il y a des gens extraordinaires avec lesquels on travaille. Et puis, je pense que le meilleur est à venir. C'est pas pour projeter l'impossibilité d'avancer, mais la possibilité de persévérer surtout. Eh bien, merci. Merci. Alors, Ikhwan, est-ce que vous voulez la parole? Alors, les gens auxquels je n'ai pas souhaité la bienvenue, Madame Temsamani marhaba bik, Madame Souad Ben Sinasser marhaba bik, c'est Rachid Chriqi de Rabat marhaba, Nabil, bienvenue. Alors, Nabil, je ne sais pas, vous n'avez pas signalé Nabil. Bon, il n'y a pas de question. Alors, je vais rebondir sur l'art, mais cette fois-ci, c'est les arts plastiques, parce que j'ai eu l'occasion de faire le tour de Montréal. Il y a pas mal de galeries, mais dans toute la grande majorité des galeries, il y a les Sud-Africains qui sont beaucoup plus présents Oui. que les Marocains. D'ailleurs, j'ai été en compagnie d'un grand artiste marocain qui est Wardan Abdelrahman. Oui. Par hasard, il m'a tenu par la main, il a dit on va faire le tour des galeries. Et il s'est avéré, bon, j'ai été surpris de voir le nombre de Sud-Africains qui ont des galeries, qui marchent très bien d'ailleurs. Ils organisent pas mal de shows dans leurs galeries, notamment de la musique, Oui. etc. C'était l'occasion pour assister à une soirée de la musique kabyle. Et la galerie, c'est une galerie camerounaise, je suppose. OK. C'était dans la place de Montréal. Alors, l'art sud-africain, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus présent que l'art marocain ou l'art maghrébin en général. Oui, je pense que oui. On a eu l'occasion de travailler à ce niveau en faisant une fusion littérature et beaux-arts à 2 reprises. À Centrafrica, ça c'est un grand organisme, Centrafrica sur la rue Saint-Denis, et à Maison de l'Afrique. Maison de l'Afrique avec Madame Diawara, la directrice, qui est une Ivoirienne, magnifique personne, d'abord, ils donnent aux arts plastiques une présence. Et puis, surtout, il y a beaucoup d'artistes plasticiens. Et vous savez, ils ont fait un hommage à Maison de l'Afrique, j'ouvre une parenthèse, à Feu Qassemi. Mohamed Qassemi, ils ont fait un hommage, oui, avec une exposition blanc et noir de ces photos, de ces quelques... Il y a aussi il y a une galerie qui est très, très présente, Moucha Galouza. C'est un monsieur originaire de la Côte d'Ivoire aussi. Il y a beaucoup d'expositions qui se font. Et il ne faut pas oublier aussi, fallait-il que je le dise au début, la présence d'auteurs judéo-marocains. Oui. D'auteurs judéo-marocains, d'artistes plasticiens judéo-marocains qui sont bien avant les Marocains ici, comme Lévi Soli, qui sont présents, mais aussi ils sont mobiles, on ne les voit pas trop. Donc, eux, par exemple, moi je me rappelle,
il y avait une exposition à la rue Notre-Dame avec un artiste peintre marocain, un ami à moi, c'est Abdelfatah Jabri. Donc à la galerie de Madame Corinne Asraf. Ça, là-bas aussi, il y a des choses qui se font au niveau je veux dire, des arts plastiques nord-africains. Au niveau du Nord-Afrique, parce que je pense que Madame Asraf est originaire de Saouira. Mais voilà, donc il y a une présence, mais maintenant, vous savez, je pense avec la Covid, il y a beaucoup de faillites maintenant. Il y a beaucoup de faillites, on voit très peu de choses maintenant. Il va y avoir une relance et une renaissance, c'est sûr, mais vous avez bien fait de les mentionner parce que ces galeries existent, ils sont présents et ils font beaucoup de choses pour plusieurs nationalités africaines. Mais surtout, ils les projettent aussi au niveau du travail communautaire, dans des organismes communautaires surtout, pour faire aussi la diffusion de leur travail, de leur œuvre au niveau de programmes mandatés par le ministère de la Culture du Québec, comme par exemple École Culture. Donc, ces artistes plasticiens, ils peuvent aller dans des écoles secondaires, ils peuvent exposer. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux très importants qui se créent à ce niveau. Et c'est le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles qui font appel à ces artistes, pas juste africains, mais issus des communautés pour exposer et rencontrer les élèves au secondaire. Et ça, ce n'est pas rien. Et ça crée aussi de très, très belles passerelles et ça présente des modèles intéressants à ces élèves, à ces ados donc, qui sont donc au début de l'âge adulte. Tout à fait. Alors, oui, c'est Abdelrahman, à vous la parole. Allez-y. ومن بعد سي يحيى. تفضل. Je voudrais rebondir un peu sur ce que vient de dire Si Kamal. Oui. De cet état des lieux, par exemple, de la situation artistique au niveau du Québec. Est-ce que ce ne serait pas dû essentiellement aux activités, par exemple, surtout de nos compatriotes marocains? Par exemple, ils se trouvent dans des situations qui sont complètement à l'opposé de notre communauté, par exemple en France, en Belgique, en Hollande, là, et leur relation avec tout ce qui est artistique et tout ça est complètement différente avec ce qui se passe au Canada. Avec ce qui se passe au Canada, on voit que la communauté marocaine et de la jeunesse marocaine ou la classe intellectuelle marocaine, il est sur une autre orbite. Moi, je connais des Marocains de la communauté marocaine qui sont collectionneurs d'art au Canada, qui investissent dans ce domaine-là. Et comme tout à l'heure, j'ai entendu dire que vous étiez dans les sciences de l'éducation, et surtout avec le modèle canadien et tout ça, et dans le domaine de l'interculturalité, j'aimerais bien que est-ce que vous avez une idée, un aperçu sur cette comparaison avec ce qu'on a avec l'Europe occidentale, surtout avec la francophonie et de la Belgique et de la France, et les attitudes des Marocains vis-à-vis des arts et de la littérature. Tout à l'heure, quand vous avez parlé des écrivains marocains, par exemple au Québec, ils sont très peu, publient très peu, et on ne comprend pas pourquoi, alors que les conditions sont sont favorables, par exemple, à cette immigration marocaine vers le Canada, alors que c'est le contraire, par exemple, pour la France. Oui. Est-ce que c'est le système, par exemple, francophone au niveau de la France, comme a dit Mokhtar tout à l'heure, est-ce que ces écrivains marocains vivent un certain stress, par exemple, vis-à-vis des publications, des éditeurs et tout ça, chose qui n'existe pas au Canada. Donc, j'aimerais bien voir pourquoi les Marocains, par exemple, vous avez parlé de l'exposition du Qassimi, par exemple. C'était quelque chose de grandiose à l'époque parce que moi, je m'y trouvais en cette période, dans ces espaces-là. Et comme j'ai de la famille qui vit
non, et qui circulent dans une ambiance plus de biotechnologie, des investissements en bourse et tout ça. Et je connais vraiment tous les Marocains qui vivent dans ces champs-là. Et pour eux, l'art et les artistes, c'est des collections, c'est des achats, c'est des investissements pour eux, sans donner un intérêt vraiment à la littérature et aux aspects artistiques. Et merci. D'accord, merci. Comme je l'avais dit tout à l'heure à Mokhtar Chaoui, c'est sûr que les Marocains ici au Québec, au niveau d'abord de l'écriture, ben, ils vivent un stress comparativement. Je pense qu'en France, c'est un peu moins parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui publient la diversité culturelle en France. Au Canada, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui publient la diversité. Il n'y en a pas au Canada, au Québec. Au Québec francophone, il y en a qui ont fait faillite, mais ce qu'on a maintenant, il n'y en a pas à tel point que maintenant le débat, c'est sur, même on se demande s'il existe, s'il existe une littérature de migrance réelle. Alors que dans le fond, moi, je ne vois pas de maison d'édition dans la ligne éditoriale, publication des œuvres de la diversité culturelle francophone du Québec. Je n'en vois pratiquement pas, à part un que j'ai cité tout à l'heure, c'est Mémoires d'Encrier qui font un travail assez intéressant, mais ils ne publient pas de maghrébin, par exemple. Donc, alors, cela dit, les auteurs originaires du Maroc au Québec, ils sont peu. Il n'y en a pas beaucoup, ou bien ils ne veulent pas venir rejoindre la communauté des Marocains du Québec et le centre culturel marocain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un bon centre culturel ici, centre culturel marocain de Montréal. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. On a invité beaucoup de personnes qui sont venues. On a fait le festival du livre, le festival du livre marocain à Montréal, qui a vu plus la présence d'auteurs marocains que la présence d'auteurs québécois qui ne sont pas venus. Parce que, bon, moi j'étais parmi les organisateurs, mais la deuxième édition, c'est-à-dire on va pouvoir élargir ça. Mais juste vous dire que la réalité de l'édition au Québec n'est pas pareille à celle de la France. Je pense que la France, ce n'est pas un très grand trait. La France, peut-être, on parle racisme, on parle des crispations qui sont là, qui sont apparentes et sont réelles, on les vit. Mais au Québec, c'est un problème de nombre d'auteurs. C'est un problème aussi de programmes qui ne sont pas vraiment ciblés pour permettre aux auteurs de publier dans des maisons d'édition reconnues. C'est un problème de manque de maisons d'édition dévouées dans la ligne éditoriale et justement pour ces auteurs marocains. Donc, il y a tous ces raisons, ces événements. Donc, il y a aussi, je vais juste ouvrir une parenthèse pour certaines nuances, parce qu'ici, on a un jargon aussi. J'aimerais le préciser si vous permettez, parce qu'on entend beaucoup parler d'interculturel ici. Moi, j'ai beaucoup travaillé au niveau d'interculturel ici. Donc, pour le résumer, la fusion des cultures. Mais il y a l'interculturalité, il y a l'interculturalisme et l'interculturel. L'interculturel, on parle d'un courant de pensée qui comprend une philosophie d'action. Ça, l'interculturel. L'interculturalisme, c'est le modèle de gestion de la diversité. C'est ça. Et donc, l'interculturalité, c'est la réalité sociale, c'est le contact, c'est la réalité de ces contacts. Qu'est-ce que ces contacts nous donnent? Donc, ici au Québec et au Canada, ces deux termes-là, interculturalisme et multiculturalisme, ces deux termes-là, ça a pris presque une décennie de débat sur ces deux termes. L'interculturalisme, il est au Québec. Il est plus affilié au Québec, et c'est un terme qui permet de dire que, bon, les Québécois sont là, mais ils sont la majorité. Et ils ont le devoir moral de pouvoir être présents pour être dans cette diversité, pour gérer cette diversité, pour valoriser cette diversité culturelle du Québec. Mais la majorité qu'il faut respecter, c'est la majorité québécoise. Le multiculturalisme, qu'est-ce qu'il dit? Le multiculturalisme canadien, il dit non, toutes ces identités qui sont présentes au Canada, eh bien, ils participent à construire le socle de l'identité canadienne. Toutes ces identités, ils font l'identité canadienne. Et ça a été rejeté donc par les 2 dernières années, on a eu un débat, ça a été rejeté. Donc, ces deux termes, multiculturalisme et interculturalisme, sont présents. L'interculturalisme, j'ai beaucoup travaillé sur cette fusion entre les entités culturelles à travers la littérature. Donc, c'est ça
le but. C'est-à-dire que, par exemple, comme j'avais mentionné au début, on a travaillé au niveau du projet Les 1001 soirées littéraires. L'organisme accueillait des gens de différentes nationalités pour pouvoir voir les sensibilités culturelles et littéraires de leur écrit et de les présenter. Parce qu'il y avait un problème de visibilité. Un problème de visibilité. Et donc, c'est à ce niveau, justement, de cette interculturalité que nous avons essayé, justement, de dire que nous sommes là et que, normalement, l'échange permet de se nourrir l'un l'autre. On est là pour favoriser cette idée de vivre ensemble, tous ensemble, et non pas tous pareils. C'est autour de cela que l'échange a. Et il y a j'aimerais recommander un excellent livre de Gérard Bouchard, de l'interculturalisme au Québec. C'est un livre à lire, de l'interculturalisme au Québec, de Gérard Bouchard, qui est parmi les concepteurs de cet interculturalisme québécois, justement. Donc, c'est ça. Comme je viens de dire, il y a deux concepts. Multiculturalisme, on est au Canada, interculturalisme, on est au Québec. L'un des derniers débats qu'on voit, moi, quand j'ai parlé avec certaines personnes originaires du Québec, c'est que maintenant, ils disent que l'interculturel a échoué. C'est un échec. Ils ne veulent pas entendre parler. Il y a des personnes qui sont ouvertes, mais ils restent toujours réticents parce qu'il y a certaines crispations identitaires. Mais je pense que quand j'ai répondu à cette peur, elle est là. Mais cela ne nous empêche pas de dire qu'il faut persévérer. Nous avons maintenant un gouvernement raciste. Moi, je le dis ouvertement. Le gouvernement que nous avons ici, la CAQ, c'est un gouvernement qui prend des décisions qui ne sont pas... Il est contre l'immigration. Il veut limiter le seuil d'immigration. Quand on parle d'interculturel, il détourne son regard. Quand on parle de choses, par exemple, au niveau des communautés. Par contre, au niveau du Canada, le Canada, par exemple, il y a un intérêt pour toutes ces communautés. On donne de l'argent aux communautés noires, on aide ceux qui ont fait faillite. Au niveau du Conseil des arts du Canada, on donne de l'argent pour rehausser donc la pratique artistique en temps de Covid, etc. etc. Donc c'est assez large. J'espère avoir répondu peut-être même de manière partielle, mais c'est comme ça que les choses se présentent chez nous ici au Québec. Bien. Il reste probablement la différence entre le système éducatif Canada. Oui, le système éducatif, moi qui ai enseigné, vous savez, je suis passé par le cégep, j'ai commencé par le cégep en enseignant la littérature, puis je suis passé après carrément en enseignant carrément au niveau des classes d'accueil. Des classes d'accueil où vous avez dans une classe 18 personnes de 10 nationalités, 8 à 10 nationalités. Le système, il y a encore des faillites. Il y a encore des faillites au niveau du secteur public, au niveau des tâches qui ne sont pas précisées. Il y a tout le temps des grèves, mais ce qui est à retenir au niveau du système québécois ici, c'est qu'il y a un très beau partenariat entre la ville, les arrondissements, entre le ministère de l'immigration, le ministère de la culture et les écoles. Ces 4 composantes, ils forment un socle solide qui permet d'aider l'école publique, mais les enseignants ont toujours des revendications. Comme j'avais mentionné tout à l'heure, au niveau de l'école, par exemple, il y a des programmes intéressants. J'y ai participé personnellement, comme celui que je viens de dire, Culture École, en présentant des livres dans une école ou en allant comme des plasticiens qui vont dans des écoles qui peuvent le faire. Ou par exemple, on milite aussi pour que le nom de certains auteurs issus des communautés culturelles soit cité dans certains manuels de 6e année ou première année secondaire en français, comme les Antillais, ils ont réussi à le faire à travers Dany Laferrière, à travers Rodney Saint-Éloi, à travers Édouard Glissant, à travers bien d'autres. Ils ont réussi à imposer ces auteurs. Maintenant, nous, avec les auteurs algériens et certains autres auteurs, on essaie quand même de dire qu'il y a des auteurs qui ont marqué l'imaginaire des Québécois et des Canadiens, il faut le faire. Et ils sont réceptifs au niveau du ministère de la Culture et des communautés, mais c'est toujours lent. Il y a une certaine lenteur. Le système d'éducation ici a besoin d'abord de prendre soin des éducateurs, des enseignants. Donc, puis il y a une lourdeur de tâches terrible. La planification du calendrier scolaire, des journées pédagogiques, ne prennent pas en sorte, par exemple, les revendications salariales, ne prennent pas
par exemple, certains types d'élèves. Mais ça, je pense qu'ils sont en train de le régler. Mais sinon, il y a des classes pour ceux qui ont un problème d'orthophonie, des classes qui sont réservées à ceux qui ont des problèmes, par exemple, d'autisme, etc., etc. Des psychologues à l'école, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut mettre plus de budget, plus d'argent pour des manuels, plus d'argent pour bien payer le prof. Parce que quand tu payes pas bien le prof, il n'y a pas de motivation. Un prof qui n'est pas bien payé, il ne donnera jamais 100%. C'est clair. Il ne donnera jamais 100%. C'est la réalité, effectivement. C'est la réalité, il ne donnera jamais 100%. Donc, ce sont les quelques choses. Mais la gestion de la diversité culturelle, elle va s'entraîner. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a un rapport, le rapport parent. C'est un rapport qui a fait beaucoup de bien à la diversité culturelle en intégrant des balises qui sont intéressantes, par exemple, comme la reconnaissance du mois de l'histoire des Noirs. En février, le mois de l'histoire des Noirs, c'est un mois de célébration à travers des tableaux. Donc, les Latinos, ils ont réussi au mois de juin à faire le mois des Latinos, des Mexicains. Il reste nous, les Maghrébins, un jour, on va réussir. Un jour. Sihia de Fès. تفضل Sihia. Merci, c'est Abdelrazak. Moi, je voudrais revenir à ces Benkiran, l'auteur. Alors, entre poèmes, nouvelles, romans, qu'est-ce qui prédomine ou tend à prédominer, sinon est-ce au gré de la création? Excellente question. C'est ce qui a prédominé, comme j'avais dit peut-être au début, c'est la poésie. La poésie, j'ai commencé par 3 recueils d'un jet, 3 recueils de poèmes, puis en allant vers le roman, je trouve parfois le roman laborieux, puis je m'en vais vers la nouvelle littéraire. La nouvelle littéraire est belle, mais il faut toujours qu'il y ait une chute, un épilogue, il faut qu'il surprend, parce que s'il ne surprend pas, la nouvelle elle est ratée. Mais ce qui arrive, c'est que je reviens toujours vers la poésie, parce que la poésie, il y a une esthétique dans la poésie qu'il faut qu'on cherche toujours dans la texture de la phrase. Une esthétique extraordinaire. J'ai commencé par la poésie classique. Alors, vous savez, je me suis vraiment aventuré dans les alexandrins. J'ai écrit des octosyllabes, des endécasyllabes. Mais il faut lire pour pouvoir écrire ça. Mais puis après, quand je me demande comment j'ai pu transférer cela vers carrément la poésie libérée, et puis je ne sais pas comment ça s'est fait, peut-être à travers les lectures, mais en allant vers le roman et en allant vers la nouvelle, je me trouve toujours vers mon point de départ qui est la poésie et le texte poétique, parce que je pense qu'il y a une essence dans le texte poétique qui nous échappe, et cette essence, on la partage avec le lecteur pour qu'il nous aide peut-être à travers sa vision et sa lecture à la déceler et même à la trouver. Et je pense que c'est ça le but du poème quelque part, c'est de pouvoir saisir le mystère dans l'obscurité. Puis après, n'est-ce pas, le dévoiler en pleine lumière du jour. Alors, je n'ai pas de préférence, mais en ayant commencé par la poésie, je pense que le texte poétique est par essence un texte de référence pour moi. Eh bien, merci Yahya pour la question. C'est Salah, ما سمعناكش اليوم. Merci, c'est Abdelrazak. Puisque tu m'interpelles, je n'ai pas voulu prendre la parole parce que j'ai pris le train en marche. Et donc, j'ai pas été depuis le début. J'ai peur de poser une question qui a déjà été posée. Mais ce que je retiens juste tout à fait à la fin, c'est comme M. Benkiran a parlé de la poésie structurée, les alexandrins. En fait, c'est une réalité parce que lui, il est parti de quelque chose de difficile vers quelque chose de plus simple. Voilà. Quand on arrive à écrire des rimes mesurées en tenant compte, c'est un effort de recherche pour retrouver tout ça. Effectivement, ça d'une part. Et j'avais aussi une autre pensée tout à l'heure quand il parlait de la diversité au niveau du Québec. Je voulais lui poser la question le ressenti des immigrés dans cette diversité.
c'est-à-dire l'angle de vue des personnes, des communautés autres que québécoises, comment ils vivent cette diversité à l'échelle du Québec. Est-ce qu'ils n'ont pas, je veux dire, la sensation d'être mal vus, mal compris, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà discuté de ça? Mais bon, c'est ce qui me vient. Mais c'est une bonne question. C'est ça. Le ressenti, ça dépend. Il y a des réussites qui sont de Marocains qui sont très bonnes. Il y a des réussites qui sont moins, mais il y a un ressenti parce que, comme je le disais, il ne faut pas oublier qu'il y a une montée de l'extrême droite les dernières années. Donc ça, moi ça fait 20 ans que je suis ici, puis j'ai vu comment cette extrême droite, elle a gradué. Elle a monté pour être présente. Elle n'était pas là, mais maintenant, je pense que les médias ont participé en quelque sorte à ça, parce que quand quelqu'un qui est seul, qui habite seul, qui ne sort pas, qui ne voyage pas, puis tu viens lui bourrer la tête par les préjugés, le musulman, le terroriste, le Daesh, tout ça, quand il sort, le musulman, pour lui, c'est quoi? Donc, c'est un danger public. Certains médias ont participé à ça, mais on avait milité là-dessus pour qu'on cesse, et puis ils ont tempéré. C'est pour ça qu'il y a eu la dérive de la tuerie de la mosquée du Québec. Mais ce qui est sûr, c'est il faut rester dans le positif. Il y a beaucoup de réussites de Marocains là-bas, et il y a beaucoup d'échecs de Marocains là-bas, mais il y a aussi il y a beaucoup de crispation au niveau de certains Marocains là-bas. Parce que certains types de Marocains, ils voient la culture de manière très comment dirais-je, qui n'est même pas progressiste. Ils ne considèrent pas la culture comme une essence de vie, comme quelque chose de nécessaire. Et ça emboîte le pas aux acteurs culturels qui travaillent. Ça, c'est un problème, par exemple, qui nous est posé. Peut-être je ne voudrais pas trop analyser pour ne pas dire n'importe quoi, mais moi, je le sens, je sais qu'au niveau de la communauté des Marocains, peut-être qu'il y a une catégorie de personnes qui n'ont aucun intérêt vers la culture. Et peut-être bien, c'est ce qui pousse certaines personnes à ne pas venir, même si le centre culturel marocain joue un rôle très important dans la promotion de la culture marocaine, etc. Mais ces gens-là ne sont pas comme ça. Donc, alors les Marocains, pour résumer ma pensée, ce ressenti, c'est d'avoir une peur de cette montée d'extrême droite. Il y a aussi peut-être bien on se dit est-ce que ça serait possible un jour qu'on puisse fusionner avec parce que c'est la question que la plupart posent. Est-ce que ça serait possible de s'intégrer, même si moi je mets ce terme entre guillemets, parce que l'intégration, il faut la laisser aller. C'est comme un arbre qui grandit avec ses branches, et puis vous voyez les branches, comment ils font. Il ne faut pas dire à ces branches, voilà, c'est comme ça que vous devez progresser ou grandir, non. L'intégration, c'est quelque chose de très spontané, de naturel. C'est la question que la plupart ici se posent. Il y en a qui ont, encore une fois, il y a de belles réussites, mais il y a les autres. Et puis, pour bien réussir, il faut faire l'effort. Parce qu'en Amérique du Nord, pas juste au Canada, en Amérique du Nord, l'effort est très important. Fournir un effort, c'est très, très important. Et persévérer, c'est très important. Et peut-être, je suis passé par l'expérience. Quand ils voient qu'il y a un effort quelque part, eux, ils viennent vers vous. Ils viennent. J'en ai fait une expérience personnelle. Ils viennent vers vous, ils vous cherchent. Et c'est l'expérience à travers l'émission que j'anime. J'en ai vu à travers certaines personnes, même des journaux qui viennent, qui disent, toi, tu vas venir, tu vas travailler avec nous. Donc, quand il y a des personnes dernièrement, nous avons une personne que j'ai eu le plaisir d'interviewer, Bouchra Mennahi. Elle est originaire de la Tunisie. Et cette personne, elle travaille dans le communautaire. Elle travaille avec des organismes communautaires. Et la mairesse de la ville de Montréal l'a appelée personnellement pour son expérience pour être commissaire sur la consultation sur le racisme au Québec. Elle n'était rien. Puis elle est devenue commissaire de la consultation directement reliée à la mairesse de la ville de Montréal parce qu'elle faisait des efforts admirables. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est des cas par cas. Merci, c'est Kamal. J'ai envie de poser une dernière question pour ne pas trop abuser de votre gentillesse. Qu'en est-il de la deuxième et troisième génération? Parce qu'on est en train de vivre ce qui s'est passé en Europe, notamment en France.
Parce que là, actuellement, si je prends le cas de la France, il y a pas mal de jeunes de troisième génération et de moins jeunes de deuxième génération qui se sont positionnés, aussi bien dans la littérature, la recherche, la science, etc. Je sais qu'au Canada, comme je l'avais déjà dit à un ministre dans le cadre d'un salon à Québec, que la crème des Marocains, il s'est concentré au Canada. Oui, oui, la crème des intellectuels. Oui. Mais là, on est en train de passer à la troisième génération au Canada aujourd'hui. Qu'en est-il de ces deux autres générations relativement à la culture? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils sont timidement présents? Parce qu'ils sont canadiens en fin de compte. Ils sont canadiens, ils sont nés au Québec. Oui, exact, ils sont nés au Québec. Et puis, nous, ce qui est intéressant, quand je discute avec certains amis, c'est que nos enfants, on les voit grandir avec leur ami de la diversité. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin, et ça, c'est fascinant, ils n'ont pas besoin d'aller au consul ou bien dans le centre culturel marocain ou ceci ou cela. Ils grandissent entre eux, puis on les voit devenir soit avocats, soit juristes, soit par exemple, ils deviennent médecins, soit architectes. Donc, ils grandissent avec la société québécoise, entre leurs amis. Par exemple, qu'est-ce qui fait le centre culturel pour cette génération? C'est-à-dire juste l'apprentissage de la langue arabe. Il y a des ateliers dans la limite du possible et du budget qui est sur les arts plastiques et tout. Mais au niveau de la culture, moi, je n'ai pas vu grand-chose, sincèrement, ou des efforts fournis. Non, plutôt, il y a un effort fait par le consulat concernant les scouts, le scoutisme. Ils permettent, par exemple, aux jeunes d'aller chaque été. Il y a une université d'été entre le Maroc et je pense ça c'est à ce niveau. Mais la remarque, ma grande remarque, c'est celle-là, c'est que cette génération, c'est une génération qui prend les rênes toute seule. Exact. Quand ils sont avec nous, leurs parents, nous, on est là, on les oriente, on leur dit voilà par où tu passes, voilà par. Et même dans leur formation, par exemple, dans les écoles secondaires, ils ont un cours spécialisé sur la formation et la carrière qu'ils vont avoir dans l'avenir. C'est-à-dire qu'ils passent une année à étudier ce cours pour qu'ils puissent prendre la bonne décision. Donc, il y a certains efforts consentis au niveau de la communauté marocaine par le Centre culturel marocain, quand il faut, mais au niveau de voir, par exemple, une artiste, on voit ça rarement, à moins qu'elle le fasse avec ses amis, puis après elle vient exposer ou bien elle vient présenter son livre. Mais en tant que Canadien, ce n'est plus en tant que Canadien. Voilà, il te dit québécoise, marocaine, et pas marocain, québécoise, marocaine. Voilà. Et puis, les enfants ici sont très, très heureux, ils sont très épanouis. Très bien, très bien. Si Kamal Masrinash Bik, mais c'était un plaisir. Je vous remercie pour votre générosité, je vous remercie pour le temps que vous nous avez réservé. On aurait peut-être l'occasion de se revoir, pourquoi pas à Montréal. Avec plaisir. Dans tous les cas, le club Nta'na vous accueille et j'arrête l'ada de libérer les micros par tout le monde et d'applaudir notre intervenant pour sa gentillesse. Donc, et je vous laisse une dernière parole à Sekam. À mon tour de vous remercier, c'est Abdelzak, pour votre gentillesse aussi et pour votre bienveillance. Je salue tout le monde, chacun par son nom, qui sont présents. Les questions sont très pertinentes. C'est très gentil. Comme ici à Montréal, n'importe où, n'importe quand, venez nous honorer si un jour, si le bon Dieu le permet, pourquoi pas. Et puis, merci beaucoup d'avoir été présent et beaucoup de succès et de continuité à cette émission, à ce collectif très intéressant. Merci beaucoup, c'est Kamal. Donc, je tiens à remercier les Ikhwan qui nous font confiance. Ça fait maintenant 18 mois pratiquement. Donc c'est un concept qui est en train de prendre ses racines. Notre invité le 15 juin à 22h au programme débat du jour. Un livre et son auteur est Kamal Ben Kiran, qui nous vient du Québec, écrivain, poète et journaliste.
homme d'art et de culture, animateur de l'émission littéraire Art et Lettres sur ICI Télévision. Il a à son actif plusieurs romans et recueils de poésie. Membre de l'UNIC, lauréat de plusieurs prix de poésie, dont le prix Verlaine en France. Membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Récipiendaire du prix CMQ 2017. Fervent défenseur de l'interculturalité et des auteurs francophones au sein de la francophonie québécoise et canadienne. Animé par Abderrazak Miamou. Pour rejoindre notre club, écrire à l'adresse affichée.